Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des documents de chimie assez intéressants sur l'acidité et surtout sur sa mesure, le pH. Notre idée, c'est de décortiquer un peu d'où ça vient, ce que ça signifie vraiment, et puis comment ça évolue, par exemple quand on ajoute de l'eau. Et le point de départ, c'est assez marrant, c'est un certain Søren Sørensen. Un chimiste danois. Oui, tout à fait. Sørensen au début du XXe siècle. Il travaillait pour une brasserie, figurez-vous. Ah oui. Et c'est là, en étudiant la fermentation, qu'il a réalisé l'importance vraiment cruciale des ions hydrogène, les H+. Et donc, il lui fallait un moyen de les mesurer, ces ions. Exactement, parce que leurs concentrations sont souvent toutes petites, mais elles changent tout. Alors comme il n'y avait pas de méthode simple, il a proposé en 1909 le potentiel hydrogène, le pH. Le pH, ok. Et c'est cette fameuse échelle de 0 à 14. C'est ça. Une échelle toute simple en apparence, sans unité. Simple, mais qu'est-ce que ça nous dit concrètement? 0, 7, 14. Alors c'est directement lié à la concentration de ces ions H+. Plus il y en a, plus la solution est acide. Et dans ce cas, le pH est bas, inférieur à 7. Pensez au vinaigre, au jus de citron. D'accord, acide égale pH bas. Voilà. Et inversement, moins il y a d'ions H+, plus la solution est basique. On parle aussi d'ions d'hydroxyde, OH-, qui deviennent majoritaires. Et là, le pH est élevé, au-dessus de 7. L'eau de Javel, par exemple. Et 7, pile au milieu. 7, c'est la neutralité. Ni acide, ni basique. Comme l'eau pure, ou l'eau du robinet dans l'exemple donné. Et il y a un point super important que les docs suggèrent, c'est que c'est pas une échelle linéaire, c'est logarithmique, c'est ça? Absolument. Et ça change tout. Ça veut dire qu'une petite différence de pH, genre passer de 3 à 2, Oui. oui. Eh bien, ça correspond pas à un peu plus acide. Non, ça veut dire que la concentration en H+, a été multipliée par 10. Ah oui, quand même! C'est énorme. C'est énorme. L'échelle simplifie. Mais la réalité derrière, c'est des variations très importantes. Ce qui rend le contrôle du pH parfois délicat, voyez? Je comprends mieux pourquoi c'est si crucial alors. Bon, et comment on fait pour mesurer ce pH? Sorensen a trouvé des méthodes aussi? Oui, oui, il a mis au point les bases de ce qu'on utilise encore. La première, très connue, c'est le papier pH. Ah oui, les petites bandelettes qui changent de couleur? Exactement. On trempe le papier dans la solution, il prend une teinte particulière, ensuite on compare cette couleur à une échelle de référence et ça donne une idée approximative du pH. Pratique pour un test rapide, j'imagine. Voilà. Rapide, mais pas d'une précision folle. Et l'autre méthode mentionnée? Alors là, c'est le pH mètre. C'est électronique, beaucoup plus précis. Comment ça fonctionne ça? En gros, il y a des électrodes qu'on plonge dans la solution. L'appareil mesure une toute petite différence de potentiel électrique, une tension, qui varie en fonction de la quantité d'ions H+. D'accord, Plus il y a d'ions H+, plus ça influence cette mesure électrique d'une certaine façon. Et l'appareil, lui, il convertit ça directement en valeur de pH sur l'écran. c'est malin. Et il y a cette histoire d'étalonnage, c'est important? Ah oui, indispensable. Avant de mesurer, il faut les talonner, c'est-à-dire on utilise des solutions spéciales, des solutions tampons. Leur pH est connu très précisément, souvent 4, 7 et 10. Ok. Et elles ont la propriété de très peu varier. Elles servent de point de référence pour que l'appareil ajuste sa mesure. Sans ça, la valeur affichée ne serait pas fiable. Logique, il faut bien lui donner les repères corrects. Bon, on a le concept, la mesure, mais le pH, ça peut changer. Les sources parlent d'une expérience de dilution avec du jus de citron vert. Oui, c'est une expérience très parlante. On part du jus pur, qui est très acide, pH autour de 1,2, Oui, et puis on ajoute de l'eau, petit à petit. L'eau, c'est le solvant. On dilue la solution de départ, la solution mère. et on obtient une solution fille moins concentrée. Exactement. Et ce qu'on observe, c'est que le pH, il augmente. Il passe à 1,8, puis 2,3, puis 2,9 à mesure qu'on ajoute de l'eau. Donc, en ajoutant de l'eau, qui est neutre, on rend le mélange moins acide. Le pH remonte. C'est tout à fait ça. La règle générale, c'est que quand on dilue n'importe quelle solution, acide ou basique, avec de l'eau, Oui. son pH va tendre vers 7, la valeur neutre de l'eau. Si c'était acide, ça devient moins acide, le pH monte vers 7. Si c'était basique, ça devient moins basique, le pH descend vers 7. Ça se rapproche toujours de la neutralité de l'eau qu'on ajoute. Voilà, l'eau tire le pH vers sa propre valeur. Parfait, c'est très clair. Alors, si on voulait résumer les points essentiels de cette discussion, le pH, inventé par Sorensen pour la bière, c'est cette échelle logarithmique qui mesure l'acidité liée aux ions H+. C'est ça. On peut l'estimer avec du papier pH ou le mesurer précisément avec un pH mètre, mais attention, il faut l'étalonner. Très important, oui. Et puis, le point sur la dilution,
Ajouter de l'eau, ça pousse toujours le pH vers 7, vers la neutralité. Exactement. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir comment un concept né d'un besoin très spécifique, la brasserie, est devenu universel. On le retrouve partout. Chimie, biologie, médecine. C'est vrai. Et cette histoire de dilution, ça ouvre une question intéressante, non? Si on ajoute de l'eau, encore et encore, à une solution très acide, est-ce qu'on arrive un jour pile à 7? Ou est-ce qu'on s'en approche juste infiniment? Bonne question. La concentration de départ doit jouer un rôle énorme là-dedans. Sans doute. Ça dépend de combien d'acide on avait au tout début. Une excellente piste pour continuer à réfléchir. Voilà qui conclut notre exploration rapide du pH et de la dilution, à partir des infos qu'on avait.